Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième conférence de notre cycle baptisé La 5G, que savoir pour décider. Je suis Guillaume Ledy, journaliste qui explore les questions numériques et je suis très honoré d'animer l'ensemble de ces rencontres. Celle de ce soir m'importe tout particulièrement et je suis persuadé qu'il en va de même pour toutes et tous derrière vos écrans, puisque l'on va parler environnement et numérique. Plus précisément, impact du numérique sur l'environnement. Il nous a en effet semblé judicieux d'élargir un peu la thématique à l'ensemble du secteur numérique, mais ne vous inquiétez pas, nous prendrons le temps d'analyser également l'impact environnemental de la 5G. Il se trouve que les relations entre un secteur numérique en perpétuelle croissance et la nécessité absolue de lutter contre le réchauffement climatique sont au cœur de débats passionnés et passionnants ces derniers temps. Et de rapport en rapport, on se rend compte de l'impact écologique exponentiel de ce secteur. S'il faut préciser d'emblée que pour le moment, il reste loin derrière les transports et l'agriculture en matière de production de CO2, un rapport du Sénat estimait l'été dernier que le volume de gaz à effet de serre émis par le numérique français en 2019 se chiffrait à 15 millions de tonnes équivalent carbone. Ce n'est pas rien, donc, d'autant que si rien n'est fait, cette empreinte carbone pourrait augmenter de 60% d'ici à 2040. Un autre rapport, celui d'un think tank baptisé le Shift Project, a également fait couler beaucoup d'encre en octobre 2020, puisqu'il appelait notamment à déployer une véritable sobriété numérique. Si certains estiment que l'on peut concilier transition écologique et numérique et que les technologies informatiques peuvent même être utilisées pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'autres dénoncent les amoncellements d'appareils technologiques peu recyclables et gourmands en matériaux rares et nos usages exponentiels en matière de consommation de données, comme le prouve la conférence de ce soir tenue bien évidemment à distance. Le débat est large et le débat est passionnant. Et pour en parler ce soir, nous avons convié deux intervenants dont les approches se complètent et qui pourront, je l'espère, répondre à toutes vos questions. J'ai donc le plaisir d'accueillir parmi nous la climatologue Corinne Lequéré, qui est professeure de sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia. Elle est également depuis 2018 la présidente du Haut Conseil pour le climat, qui est une instance consultative et indépendante qui a pour mission de conseiller le gouvernement en matière de transition écologique, mais aussi de contrôler et d'évaluer l'action de nos gouvernants sur le sujet. Bonsoir Madame Lequéré, merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Merci beaucoup. À ses côtés, numériquement parlant, Raphaël Guastavi, qui est le chef de service produits et efficacité matière à la direction économie circulaire et déchets de l'ADEME. L'ADEME, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est de son côté donc un établissement public chargé notamment de coordonner les missions de protection de l'environnement en France. Bonsoir Raphaël Guastavi, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je vais donc laisser la parole à nos intervenants pendant la première partie de cette conférence avant de leur transmettre vos questions. Vos questions, vous pouvez donc les poser via l'interface de YouTube. Il y a un petit chat. N'hésitez pas à leur poser vos questions. Je me ferai un plaisir de les transmettre à la fin de notre première heure de conférence. On aura une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Donc, à vos claviers. Alors, dans un premier temps, Corinne Lequéré, Raphaël Guastavi, je souhaiterais qu'on fasse un point méthodologique pour bien comprendre de quoi on parle quand on évoque l'impact environnemental du numérique et surtout de savoir comment on le mesure. Raphaël Guastavi, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment on mesure l'impact environnemental du numérique? Alors, c'est une très bonne question. Elle est essentielle effectivement pour pouvoir rentrer dans le débat, à la fois de la sensibilisation, mais aussi de l'action. Donc, savoir mesurer les impacts environnementaux du numérique, c'est tout un art. C'est complexe. C'est complexe parce qu'il s'agit de regarder quelque chose sous l'ensemble du système. En tout cas, pour avoir la vraie notion de ce que ça va recouvrir. Donc, de regarder l'ensemble du système numérique, pas seulement le terminal que vous avez chez vous, dans votre poche ou sur votre bureau, mais de regarder aussi tout ce qu'il y a derrière, nécessaire au service numérique. Donc, ça passe par le réseau, ça passe par les infrastructures, ça passe par des data centers, donc des machines, des réseaux, de l'infrastructure qui a son impact environnemental en tant que tel et toute l'énergie donc il faut déployer à la fois pour sa fabrication, donc avec aussi une notion de multicritères, regardez pas seulement les impacts gaz à effet de serre, mais aussi l'approche sur les ressources, les besoins en ressources,
les pollutions sur les sols, sur la biodiversité que ça peut engendrer quand on parle d'extraction des matières premières, la consommation en eau aussi dans la phase de fabrication. Donc toute cette partie phase de fabrication, phase de distribution, phase d'utilisation, qui est évidemment très importante, qui consomme de l'énergie, énergie plus ou moins carbonée en fonction du mix énergétique du pays. Si on parle de data center qui tourne en Pologne, il y a de grandes chances qu'il soit plutôt alimenté au charbon, une électricité carbonée. Par contre, c'est vrai que s'il tourne en France, l'électricité est moins carbonée. Donc voilà, une complexité et donc le besoin de mettre tout le monde d'accord sur les méthodes, sur les périmètres de mesure des impacts environnementaux, sur quel indicateur on se base, sur quelle base de données, du coup, on regarde les choses. Donc c'est relativement complexe, même si nous, on voit en tant que consommateur seulement la consommation d'électricité. Oui, oui, effectivement, en tant que consommateur, on a cette vision très simple de j'utilise du numérique, donc ça consomme tant d'électricité, donc ça produit tant de CO2. Corinne Lequéré, est-ce que vous avez effectivement sur cette question eu des difficultés méthodologiques, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais on va en parler, pour mesurer l'impact environnemental de la 5G? Oui, tout à fait. En fait, pas tant des difficultés, mais des incertitudes, parce que effectivement, on doit faire des hypothèses de base par rapport à comment est-ce que l'on va utiliser le numérique, d'où vient l'électricité que l'on va utiliser et combien de temps, par exemple, les usagers vont pouvoir utiliser leurs appareils par rapport au renouvellement là, nécessaire avec les différentes technologies et les différentes pratiques, tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à comment, par exemple, la 5G ou les autres supports seront déployés et effectivement les émissions qui sont associées. Et donc, je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on a fait, en fait, comme hypothèse pour effectivement arriver à une estimation là et une projection dans l'avenir. Bien sûr, on a toutes les incertitudes par rapport à quelles sont les émissions de gaz à effet de serre associées à ce que l'on fait aujourd'hui. Maintenant, ces incertitudes, évidemment, elles sont plus importantes quand on se projette dans l'avenir parce que, justement, on a toutes les incertitudes associées aux pratiques qui évoluent constamment. Oui, alors effectivement, je l'ai mentionné, vous avez en décembre 2020 publié avec le Conseil pour le climat un rapport baptisé Maîtriser l'impact carbone de la 5G. Est-ce que vous pouvez nous présenter les conclusions de ce rapport? Je crois que vous avez une petite présentation sous la main pour nos spectatrices et nos spectateurs afin de rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet. Oui, je veux bien, je vous remercie beaucoup. Je vais vous présenter là en une petite dizaine de minutes ce qu'on a fait dans notre rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc, je mets ça sur l'écran. Je veux bien que vous patientez juste une toute petite seconde pour que je m'organise. Et voilà. Donc là, ça devrait être bon. Je pense, c'est bon? C'est parfait. Oui? Parfait, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en 10 minutes? Donc, c'est un rapport qui a été demandé par le Sénat, hein, par les parlementaires qui étudient la question. Nous, le Haut Conseil pour le climat, on est en charge d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat. Donc, bien sûr, on regarde les grands développements qui se font et quelles seront leurs implications. Pour ce faire, on a interrogé un certain nombre d'acteurs, consulté les experts du numérique, les experts des télécommunications venant de toutes sortes d'horizons. Et là, on a aussi fait un appel d'offres avec la réalisation d'une étude extérieure pour qu'on puisse avoir des chiffres à proposer dans notre rapport pour bien détailler tout ça. Pardon, que je passe à la slide suivante. Donc, déjà, là, nous, on regarde que la 5G dans ce rapport. Donc, la 5G, qu'est-ce que c'est en fait? Concrètement, elle consiste en l'adoption par les opérateurs français de téléphonie mobile d'un standard international qui consiste à utiliser des bandes de fréquences électromagnétiques qui appartiennent à l'État. Donc, les fréquences utilisées sont en 3 catégories. On a la 700 MHz qui est déjà utilisée pour la 4G.
On a autour de 3,5 GHz qui ont déjà, c'est les fréquences qui ont été attribuées à l'heure d'aujourd'hui, et on a une fréquence autour de 26 GHz qui n'a pas encore été attribuée, on n'a pas encore de calendrier par rapport à ça. Les principales promesses de la 5G sont surtout qui sont liées à l'augmentation des débits, réduction de la latence, la densité possible de terminaux qui se parlent entre eux. En fait, ces principales promesses sont surtout reliées aux deux fréquences les plus élevées, en particulier la 26 GHz. Donc là, quand ces développements technologiques ont été mis en place, ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ou climatique préalable. Ce qui est problématique parce que vous savez probablement que la France a un objectif de répondre au réchauffement climatique en atteignant la neutralité carbone, c'est-à-dire réduire toutes les émissions que l'on peut à zéro en 2050 et compenser celles qu'on ne peut pas réduire à zéro. Et du coup, quand on fait des investissements importants comme la 5G, il faut que ces investissements entrent dans cette trajectoire vers la neutralité carbone. Donc, il faut vraiment faire des évaluations en amont pour savoir dans quoi on s'engage. Pour revenir à mon sujet principal, les usages de la 5G les plus anticipés, donc qui sont à destination des entreprises, les particuliers, a priori, ce n'est pas les premiers destinataires des avancées de la 5G, bien que ça peut quand même répondre à un besoin ciblé là où il y a un besoin d'utilisation plus dense et où les réseaux 4G là, sont à saturation. Comme je disais tout à l'heure, l'incertitude est grande quant aux potentiels effets, mais pour les émissions elles-mêmes, elles sont en fait en deux catégories. Donc, on a les émissions du numérique directement, comme le disait mon collègue tout à l'heure. Donc, c'est relié à la construction des infrastructures, le réseau, les data centers, les terminaux, les smartphones, tout ça. Et l'effet rebond qui est associé par rapport à ça. Donc, si on a des offres nouvelles, on utilise forcément plus d'appareils, plus d'électricité. Ça, c'est le sujet de notre rapport. C'est ça que nous avons regardé. Il y a aussi en plus, par contre, des émissions induites par le numérique. Et c'est là la discussion qui est intéressante qu'on pourra avoir après ma présentation. Mais c'est par exemple, comment est-ce que le numérique peut aider les autres secteurs de l'économie à réduire leurs émissions. Mais attention, en fait, on pense souvent réduire leurs émissions, mais la disponibilité de la 5G peut aussi engendrer plus d'émissions. Par exemple, par rapport aux déplacements autonomes. Si on a une voiture autonome, on pense que, en fait, on va l'utiliser plus parce qu'on n'a pas besoin de conduire, c'est plus facile. D'un autre côté, le télétravail peut aider, dans certaines conditions, à réduire les émissions du transport. Et ces effets induits sont assez complexes et on ne les a pas considérés dans notre rapport. Donc, les incertitudes sont associées aux modalités retenues par les opérateurs, à l'évolution de l'offre. Si on a plus d'offres, on pourra avoir plus d'émissions à la fin. Au final, il faut que tout ça entre dans les limites du climat. C'est bien ça la problématique de base, en tout cas pour nous, le Haut Conseil pour le climat et pour tous ceux là, qui le souhaitent, que l'on puisse atteindre nos objectifs comme s'est engagé la France. Donc, on a évalué tout ça, le Haut Conseil pour le climat, de manière quantitative en réalisant 3 scénarios. Trois scénarios de déploiement de la 5G, donc une variante basse, moyenne et haute. Et tout ça comparé à 2 scénarios où est-ce qu'on n'aurait pas en fait déployé la 5G, donc à savoir qu'on ne déploie pas la 5G dans le vide, mais on a la 4G, on aurait le Wi-Fi et d'autres développements. Pour ce qui est des usages qui sont considérés, par exemple, dans le domaine des transports, la 5G pourrait faciliter le pilotage des plateformes logistiques qui seraient indispensables pour la production de voitures autonomes, par exemple. Dans le domaine de l'agriculture, la 5G pourrait permettre d'automatiser certaines étapes de production, avoir une production plus précise avec la reconnaissance des images. Et concernant les particuliers, donc les principaux usages concernent l'augmentation de la qualité des vidéos,
et aussi le cloud gaming sur les mobiles ou les tablettes. La réalité virtuelle pourrait aussi être favorisée par la disponibilité de la 5G. Donc, en termes, là, avant que je vous dise comment ça se passe dans l'avenir, en tout cas dans les projections qu'on a faites, pour le moment, l'empreinte carbone de la 5G, donc l'empreinte carbone, ça inclut les émissions sur le territoire français, donc l'utilisation d'électricité en particulier, mais ça inclut aussi les émissions qui sont associées aux produits physiques. Et ça, c'est plutôt des émissions qui sont importées. La plupart des produits électroniques étant produits à l'étranger, avec un mix énergétique différent de la France et importés en France. Donc, au niveau de l'empreinte carbone, on est à peu près à 2% de l'empreinte totale de la France qui est utilisée aujourd'hui pour le digital. Donc, c'est un peu moins, par exemple, pour donner un exemple, que le secteur de l'aviation en France, domestique et international. Donc, c'est beaucoup moins que le transport routier, mais c'est quand même significatif à aller dans l'avenir. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la trajectoire qui est projetée dans l'avenir jusqu'à l'année 2030. Et il faut bien regarder faut bien avoir mentalement l'image que nos émissions, elles doivent diminuer vers la neutralité carbone. Et là, vous voyez que même sans déployer la 5G, on a une configuration plate, c'est-à-dire que les émissions du numérique ne diminuent pas, même si on ne déploie pas la 5G. Et dans les trois cas que nous avons regardés, donc 5G sélective, le cahier des charges actuel en rouge et la 5G pour tous en bleu, on voit une augmentation des émissions d'ici 2030, donc dans la direction inverse de celle dans laquelle il faudrait qu'on aille pour répondre au réchauffement climatique. Et la hausse de ces émissions, elle est liée au renouvellement plus rapide des terminaux, à l'émergence de nouveaux terminaux, des objets connectés entre eux, l'extension de l'infrastructure, davantage d'antennes, les data centers, tout ça. Donc, le déploiement du numérique pourrait en fait favoriser une augmentation des émissions. En tout cas, c'est les projections les meilleures projections que l'on puisse proposer. L'incertitude est très forte. Maintenant, les risques associés sont importants et ils sont à tenir, il faut les prendre en compte quand on prévoit ces développements. Donc, pour parler maintenant juste rapidement de où viennent ces émissions supplémentaires, donc on parle d'environ la moitié des émissions supplémentaires qui sont causées par la fabrication des terminaux. Donc là, c'est les appareils, les smartphones et tout. Un quart par les réseaux et les data centers, donc toutes les infrastructures qui soutiennent le numérique, et un quart, le dernier quart, qui provient de l'augmentation de la demande en électricité des émissions associées. Les contributions externes, on en parlera tout à l'heure, que, comme je vous disais, elles ne sont pas considérées. Vite fait, il y a beaucoup d'acteurs, de personnes et d'associations qui peuvent agir pour réduire les émissions de la 5G. On a les opérateurs qui développent, investissent, commercialisent les fréquences, l'agence et ses États qui gèrent les enchères, les collectivités locales, les fabricants de terminaux, les fournisseurs et enfin les entreprises et particuliers qui sont les utilisateurs. Et donc, tous ces gens-là ont des leviers pour maîtriser ces émissions et ils doivent tous donc être conscients des impacts et être impliqués dans leur maîtrise. Et on a fait un certain nombre de recommandations. Vite fait, éclaircir les enjeux en amont et ne pas attendre après. C'est très important que ces développements soient prévus. Il s'agit aussi pour nous, nous avons recommandé d'imposer la maîtrise de l'empreinte carbone aux opérateurs lorsqu'ils attribuent les fréquences parce qu'ils peuvent le faire. Tenir en compte de la demande d'électricité et des implications, agir sur les émissions importées. Il y a plein à dire qu'on pourrait faire sur les émissions importées et finalement informer, sensibiliser, responsabiliser les usages aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage et l'utilisation disproportionnée d'énergie. Et voilà pour moi. Je vous remercie.
Merci pour cette présentation très claire, Madame Lequéré. Juste petite question sur la dernière slide. Est-ce que les recommandations sont par ordre d'importance ou est-ce que elles ont toutes la même valeur pour vous? Elles sont par ordre d'importance. Donc, il y a vraiment au niveau du déploiement où on a le plus de levier en main, en fait. Il ne faut pas attendre complètement à la fin pour dire on va tout déployer et puis ensuite les utilisateurs ben, utiliser pas les réseaux parce qu'il ne faut pas. En fait, il faut vraiment agir en amont. Oui, on en reparlera tout à l'heure On en de reparlera. cette question, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que déployer une technologie sans qu'elle ait d'impact environnemental, une technologie aussi gourmande en infrastructure est un petit peu complexe. Raphaël Guastavi, est-ce que vous vouliez réagir à cette présentation, à ces conclusions? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous faites à l'ADEME? Alors, merci beaucoup pour cette présentation effectivement très claire. Moi, effectivement, on pourrait en parler des heures, je crois que ça va être un peu court. Mais déjà, oui, c'est en phase avec la façon dont on travaille, c'est-à-dire de se poser aussi, faire un minimum un état des lieux et de se donner des visions prospectives sur effectivement quel scénario pour demain sur certains sujets, en l'occurrence le numérique. Donc c'est un travail qu'on est en cours aussi on est en train de réaliser ce travail de prospective avec une vision 2030 et 2050 en visant une neutralité carbone, donc une vision ADEME globalement sur les sujets de la transition écologique et il y aura un focus sur le numérique. Moi, ce que cette présentation m'évoque, c'est qu'effectivement, on est dans une phase de décarbonation de l'industrie qui est en route et on se rend compte que finalement, le secteur numérique est un peu à la traîne de cette question de décarbonation au regard notamment de nouvelles technologies, de mise sur le marché de nouveaux équipements. La question des effets rebonds, elle est essentielle d'être traitée. C'est difficile de la traiter dans sa globalité, mais on peut la regarder secteur par secteur sur la question, par exemple, du covoiturage, des plateformes d'échange entre particuliers qui facilitent le covoiturage. C'est génial, ça permet de densifier le nombre de personnes dans une voiture. Et pour autant, ça peut avoir des effets rebonds parce que ça facilite aussi l'utilisation de la voiture. Et peut-être que des trajets qu'on aurait réalisés en train, ben, on les fait plutôt en voiture. Des applications qui luttent contre le gaspillage alimentaire, c'est fantastique. Je pense que c'est un vrai intérêt et pourtant, peut-être que du coup, en tant que producteur d'un bien alimentaire, je me dis, bah, je vais peut-être en produire un peu plus. Avec un peu de chance, je le vendrai. Puis si je ne le vends pas, bah, je peux facilement m'en défaire grâce à ces plateformes. Donc voilà, à chaque fois, il y a une possibilité d'effet rebond quand on augmente l'efficacité. Là, l'effet rebond de la 5G, c'est effectivement à l'octet consommé, on a une meilleure efficacité énergétique. Le problème, c'est qu'on risque de consommer beaucoup plus d'octets et donc d'augmenter la consommation énergétique en valeur absolue. Et puis, enfin, dernier élément que cette présentation me fait penser, c'est que une fois de plus, on se pose la question avec la 5G de concevoir un fantastique outil avant de se poser la question du projet auquel il va pouvoir répondre. Et la question des externalités positives que peuvent engendrer le numérique, il faut peut-être le prendre à l'envers et se dire j'ai un problème de transition écologique, comment le numérique peut m'aider pour aller sur une voie en tant que levier et pas de se dire je vais avoir une 5G avec des possibilités technologiques fantastiques, est-ce que derrière, je pourrais avoir des externalités positives? Donc Oui, peut-être parce que prendre la question à l'envers. Oui, parce qu'effectivement, le promoteur de la 5G notamment, un de leurs arguments, et puis on reviendra sur un autre tout à l'heure, mais un de leurs arguments est de dire que effectivement, les usages interviendront après le déploiement de la technologie et qu'on aura des usages qu'on n'a pas encore identifiés et qui permettront de comprendre tout l'intérêt de cette technologie une fois qu'elle sera déployée. On a eu également des questions de nos spectatrices et spectateurs pendant votre présentation, Corinne Lequéré, donc je vais me permettre de vous les poser à tous les deux, si l'un d'entre vous a la réponse, pour rester sur le sujet. Quelqu'un nous demande si des études ont été menées à l'étranger concernant l'impact environnemental de la 5G, je suppose dans les pays où elle est déjà déployée ou un peu plus qu'en France. Et si c'est le cas, quels en sont les résultats? Est-ce que vous avez connaissance, Corinne Lequéré, peut-être? Je vous vois.
Oui, tout à fait. Il y a une synthèse qui vient d'être publiée par la Société royale sur en fait les deux aspects, les impacts de la 5G et aussi les possibilités associées au déploiement de la 5G pour accompagner la trajectoire vers la neutralité carbone. Et les résultats sont, bon, un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on a une part importante, en fait, du digital, là, je dois dire plus que la 5G, on a une part importante des émissions qui sont les émissions qui sont associées aux produits eux-mêmes et une part moins importante qui sont les émissions associées à l'utilisation d'électricité. Les usages associés à l'utilisation d'électricité sont de plus en plus efficaces, donc on peut faire plus pour la même quantité d'électricité utilisée, mais en fait, on devient plus efficace, on ne devient pas plus sobre, c'est-à-dire que l'électricité ne diminue pas avec le temps, mais on peut faire beaucoup plus. Donc, le même problème, exactement le même problème se passe ailleurs, même si à l'intérieur de tout ça, il y a des incertitudes, comme je le disais, on ne va pas vers la neutralité carbone là, ailleurs non plus. Très bien, merci beaucoup. Et puis une autre question, puisqu'on évoque depuis le début de cette conversation pas mal les data centers, donc les centres dans lesquels nos données transitent, hein, qui sont des nœuds sur le réseau. Est-ce qu'on connaît l'empreinte carbone totale des data centers, nous demande-t-on sur YouTube. Est-ce que Raphaël Guastavi, par exemple, a une idée en France de l'empreinte carbone des data centers? C'est peut-être une question piège, hein. C'est un peu une question piège, il faudrait juste que je retrouve effectivement des données. Après, une fois de plus, si on parle juste d'empreinte carbone, on va avoir des tas de groupes qui proposent des systèmes et des offres de data centers visant la neutralité carbone, des grands groupes américains notamment. C'est intéressant, mais c'est toujours dans une idée d'expansion et on reste effectivement plutôt dans une notion d'efficacité que de sobriété. L'idée serait plutôt de limiter l'expansion et le nombre de ces data centers qui, même s'ils fonctionnent avec soit des énergies renouvelables, soit l'achat d'électricité verte, soit même des modèles de compensation, hein, en gros, je caricature, mais c'est on plante des arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, ça reste dans une optique quand même d'expansion. On en fait toujours plus. Et donc, il faudra prendre aussi en compte la question des ressources liées à la construction de ces centres de données. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. On en parle aussi hein, depuis le début de notre échange. On parle d'un des arguments des promoteurs de la 5G ou des acteurs du secteur numérique en général, c'est donc d'affirmer, on l'a évoqué, hein, que ce nouveau standard va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre en augmentant l'efficacité énergétique d'autres secteurs. Un exemple qui est régulièrement donné, c'est celui, je suppose que vous en êtes, que vous êtes au courant, du taux de remplissage des camions dans l'Union européenne qui aurait augmenté de 14% en l'espace de 15 ans du fait du développement des systèmes d'information intégrés dans les chaînes logistiques. Et donc, les promoteurs de la 5G disent, regardez, si on déploie la 5G, on pourra augmenter encore ce taux de remplissage et comme vous le disiez, Raphaël Guastavi, favoriser l'efficacité. Est-ce que cet argument tient la route, Corinne Lequéré? Est-ce qu'on a vu sur d'autres secteurs, est-ce qu'on a d'autres exemples? Est-ce que le numérique est une solution pour réduire, pour lutter contre le réchauffement climatique, comme certains le disent? Oui, il y a un gros argument théorique à faire derrière. Il y a un potentiel réel. Le potentiel est réel, mais il n'est pas mis en route à l'heure d'aujourd'hui ou très, très peu. En fait, c'est de là tout le problème. C'est si on parle de, par exemple, optimiser un secteur comme le transport, là, un truc compliqué dans les villes, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est il faut déjà avoir un échange de données très, très fin. Il faut que les données soient mises accessibles live en public. Il faut avoir une modélisation en parallèle pour voir quelles sont les émissions d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut optimiser avec, ça s'appelle un data twin, hein, comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Et ensuite, il faut qu'il y ait un retour rétroactif sur la compagnie ou les acteurs qui gèrent le réseau. Donc, théoriquement, on peut faire tout ça. C'est pas simple. Ça demande de mettre en place un certain nombre d'éléments, les données,
faciliter les échanges, y compris tout ce qui va avec, hein, les aspects légaux et tout ça. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire si ce potentiel, jusqu'à quel point est-ce que le numérique va nous aider. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut regarder, il faut investir, il faut mettre ça en place, il faut que les acteurs soient engagés, mais il ne faut pas dire le numérique va nous sauver la vie, on va tous se baser sur le numérique et après tout oublier. Et il ne faut pas dire les émissions du numérique, du coup, on ne s'en occupe pas parce que le numérique va nous aider ailleurs. En fait, c'est un projet comme un autre. Il faut s'occuper des émissions. Et si ça nous aide à faire réduire les émissions ailleurs, ben, tant mieux. Mettons-le en place, faisons des projets de déploiement, des projets de recherche. On va faire un suivi, on va accompagner. Mais tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Je vous voyais opiner du chef Oui, Raphaël Guasteli oui, sur alors cette question. moi je suis complètement d'accord avec ce que Corinne vient de dire. C'est avant tout un outil. C'est un outil qui peut permettre d'accélérer un projet. Il faut que le projet il vise la transition écologique. Par contre, tout faire reposer sur juste le numérique va nous permettre de faire du mieux. C'est un peu illusoire et c'est un peu accéléré dans un mur. Il faut bien, là encore, prendre en compte le besoin. Le besoin, on peut y répondre avec peut-être d'autres façons de faire qu'avec du numérique. Il y a une question aussi souvent de bon sens qu'on a tendance à perdre au profit de l'hypertechnologie. Donc, il y a ces éléments qui sont importants. Alors, juste pour revenir sur la question, parce que entre-temps, j'ai ouvert un document, je peux vous dire que les data centers hébergeurs en France, ça représente, donc il y en a 175 hein, en France aujourd'hui, 2 TWh de consommation électrique. Donc ça, c'est sur les data centers hébergeurs et sur nos prospectives, parce qu'on parlait de prospectives tout à l'heure, à l'horizon 2050, on a des scénarios qui vont de la sobriété, qui permettraient de diminuer cette consommation d'électricité, parce qu'on verrait les choses différemment, avec plus d'efficacité, mais aussi plus d'éco-conception dans nos services numériques qui ferait qu'on aurait moins de données à gérer pour répondre aux mêmes besoins. Donc, on pourrait aller à 1 TWh en 2050 avec ce principe de sobriété, mais comme on pourrait aussi aller à 40 TWh avec un scénario qui mise tout sur les technologies. Donc, on voit qu'il y a un grand écart entre les deux, une grande marge de manœuvre, et la différence, c'est la notion de prise en compte ou pas de sobriété numérique. Sobriété qui veut vraiment dire on continue à répondre aux besoins, mais différemment, avec une vraie notion de diminuer de la consommation. Alors c'est parfait, c'est aussi ce que permettent ces conférences à distance, c'est de vérifier les chiffres en direct. Bravo à vous, bon réflexe. Et j'espère que ça a répondu à la question de notre spectateur ou spectatrice. Alors vous mentionnez le terme de sobriété, Raphaël, et depuis quelque temps, on a effectivement un discours qui commence à prendre autour de la responsabilité individuelle en matière de consommation numérique. Moi, la question que je me pose quand j'entends ce genre de choses, avec ces fameux chiffres, un mail génère 4 grammes de CO2, une pièce jointe, c'est 50 grammes, etc. Je me dis, est-ce que ce n'est pas une façon de noyer un peu le poisson et d'éviter une remise en cause du système de production et de consommation dans lequel on vit, une remise en cause un peu plus fondamentale que de dire, comme pour économiser de l'électricité dans la maison, on éteint les ampoules ou on en change. Qu'est-ce Ouais. que ça vous inspire? C'est clairement pas suffisant. Effectivement, on ne peut pas tout faire reporter sur l'individu, mais l'individu fait partie quand même de l'équation. Je pense que ce que Madame Le Quéré a présenté tout à l'heure, les 5 actions illustrent bien ça. On est sur un ensemble, sur un écosystème complet entre le producteur, le consommateur, les pouvoirs publics, les collectivités locales. On est tous acteurs. Moi, je trouve qu'il est déjà important effectivement d'avoir une sensibilisation, que ce soit des donneurs d'ordre ou des individus, des consommateurs, de comprendre que nos actions ont un impact sur l'environnement, quel qu'il soit, pour ensuite se donner des marges de manœuvre. Il s'agit d'identifier ses besoins,
et de voir ce qu'il est possible de faire à son échelle, sans non plus, il ne s'agit pas de revenir à la bougie ou d'arrêter tout service numérique. On voit bien aujourd'hui qu'on en est quasiment dépendant, mais en tout cas, on le voit dans cette période de crise que oui, on en est dépendant pour continuer à travailler, pour continuer à échanger. Il a des tas d'apports très positifs, ce numérique. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais au moins d'avoir conscience de ce qu'on fait et de nos actions. Alors pour ça, on est au niveau de l'ADEME, bien sûr, à vouloir accompagner les entreprises, les collectivités, mais aussi le grand public sur cette connaissance. Alors je peux peut-être vous diffuser un petit PowerPoint. Avec plaisir. C'est un autre avantage de ces conférences à distance, c'est qu'on peut Voilà. avoir des supports. Dites-moi si ça Ça fonctionne. fonctionne très bien. C'est parfait. Donc voilà, on est aujourd'hui à vouloir faire cette promotion des bons gestes, de la connaissance des impacts du numérique comme d'autres impacts. Donc vous pouvez retrouver sur le site de l'ADEME, sur les pages que vous voyez là, sur les pages éco-responsables, des guides pour le bureau, parce que voilà, en tant que salarié, on est, enfin en tant que travailleur, on est face aussi à du numérique. En tant que consommateur chez soi aussi, donc la face cachée du numérique va vous donner les grands chiffres et quelques éco-gestes, on va dire, autour de ça. On publie aussi des infographies qui prennent en compte un moment de vie ou un lieu pour voir sur une journée quels sont à la fois les impacts environnementaux liés à notre activité et puis la façon de travailler autrement ou d'agir autrement. Et puis on a soutenu la création d'un MOOC pour sensibiliser là aussi le grand public et les salariés au numérique responsable avec l'Institut du numérique responsable et plusieurs entreprises. Donc on a financé ce MOOC qui est disponible évidemment gratuitement sur le site de l'agence. Alors un MOOC, c'est une formation en ligne hein, pour Et c'est une celles et formation en ceux. ligne, Voilà. donc une fois de plus, qui montre bien aussi l'impact positif que peut avoir l'utilisation du numérique. Merci beaucoup Raphaël. Corinne Lequéré, sur cette question justement d'articulation entre le discours autour de la sobriété numérique et celui de la nécessaire prise de conscience, peut-être à un niveau un peu plus radical, j'allais dire, d'un changement nécessaire plus profond. Oui, en fait, c'est très important d'avoir une conscience, en fait, de savoir que ce que l'on fait a des implications sur l'environnement et comment est-ce qu'on peut faire pour participer, c'est-à-dire à répondre à nos objectifs climatiques. Mais par contre, ce qu'une personne individuelle peut faire, c'est très peu. Les instruments là, comme les bonnes pratiques, les dépliants, les instruments, les informations, les labels, tout ça, c'est très important. Parce que ce que ça permet de faire, c'est non seulement aux individus de faire des choix sobres, mais surtout, ça encourage les bonnes pratiques au niveau de l'offre. C'est-à-dire que les industries qui proposent aux usagers certains appareils, certains produits, en fait, deviennent de plus en plus conscients de ce qu'ils offrent parce qu'ils doivent justement informer les usagers, ils doivent mettre des labels et ils sont plus ou moins positifs par rapport à leurs compétiteurs. Donc, le fait d'avoir ces informations disponibles pour les usagers, le gros bénéfice, c'est que ça encourage une pratique respectueuse de l'environnement vers le haut. Ça reconnaît aussi les efforts qui sont faits par beaucoup d'entreprises pour réduire l'impact environnemental de leurs produits. Donc, il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent faire en fait, pour réduire l'impact environnemental de leurs produits. Elles peuvent travailler avec leur chaîne d'approvisionnement, elles peuvent faire des choix
elles peuvent encourager, soutenir les compagnies avec qui elles interagissent à l'étranger, comme au niveau de la France ou en Europe. Et donc, elles ont des leviers. Elles ne sont pas non plus dans le noir. Elles ont des leviers. Et plus on les encourage en leur demandant, en fait, ou en les soutenant, en les encourageant, et même en les forçant, voire, à reconnaître que leurs produits doivent être labellisés tels qu'ils sont, plus on encourage une pratique qui va à grande échelle. Du coup, une fois qu'on commence à atteindre l'offre et les bonnes pratiques, en fait, là, on parle vraiment de plus grande échelle par rapport à la réduction de l'empreinte carbone et de toutes les problématiques associées. Oui, oui, c'est ça. Sensibiliser permet aussi de mettre la pression par nos actes de consommation sur en l'occurrence, les entreprises qui fournissent notamment les terminaux ou les infrastructures. Raphaël Guassoli. Exactement. Oui, juste effectivement pour illustrer ça, c'est tout à fait vrai. On a là, depuis le début de l'année, une obligation sur 5 catégories de produits, dont les smartphones ou les ordinateurs portables, pour les équipements neufs, d'avoir un indice de réparabilité. Alors, certains me diront que ce n'est pas suffisant, mais c'est, je trouve, un bon début de pouvoir illustrer de façon claire au moment de l'acte d'achat, finalement, ce qu'on pourra faire plus ou moins facilement de ce matériel. Donc, une note qui permettra au consommateur de se projeter en se disant « je pourrais plus ou moins facilement réparer cet appareil si jamais il tombe en panne », mais qui en plus, effectivement, va pousser les fabricants à améliorer la réparabilité de leurs produits. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un fabricant se contente d'une note médiocre sur leurs appareils. On l'a vu avec l'étiquette énergie dans le cadre de l'électroménager, ça a tiré vers le haut la production pour avoir des appareils plus économes en consommation d'énergie. Donc là, pour cette question de réparabilité et donc d'allongement de la durée d'usage des produits, on est aussi dans une démarche vertueuse parce qu'effectivement, un des impacts spécifiquement élevés du numérique, c'est bien la phase de fabrication du matériel. Donc, plus on retarde finalement la mise sur le marché et donc la fabrication d'un nouvel appareil, plus quelque part on diminue l'impact global. Et donc aujourd'hui, c'est l'indice de réparabilité. Demain, c'est l'indice de durabilité sur les produits électroniques. Et donc qui permettra encore plus d'intégrer cette notion de fiabilité, de robustesse et de lutte contre l'obsolescence dite programmée, qui est difficile à prouver, mais ça c'est encore autre chose. En tout cas, qui permettra d'avoir une réflexion plus de garder un matériel longtemps et d'y intégrer notamment, vous le savez tous, la question de l'obsolescence logicielle, qui n'a pas pesté contre le fait que son appareil n'était pas à jour et ne permettait pas d'utiliser une nouvelle version d'une nouvelle application. Donc, c'est quelque chose d'important, cette vision là aussi de question d'éviter le suréquipement, de faire en sorte qu'on ait des appareils qui sont technologiquement très avancés, mais qui doivent durer le plus longtemps possible pour limiter l'impact sur l'environnement de façon générale, que ce soit sur les ressources ou les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a déjà effectivement une partie là, de la partie qui effectivement intéresse un certain nombre de nos spectatrices et spectateurs sur les solutions. Il y a effectivement cette prise de conscience de nos actions en termes numériques, de nos usages numériques, mais effectivement, cette labellisation, etc., et également le recyclage pourrait aider à limiter l'impact environnemental du numérique. Sur cette question des solutions, Corinne Lequéré, qu'est-ce que vous préconisez sur ce sujet assez large au Conseil pour le climat? Nous, on préconise, nous, comme on est chargé surtout d'examiner ce que le gouvernement fait, donc forcément, on a surtout des préconisations pour le gouvernement, et c'est-à-dire
en fait, on a besoin de vraiment piloter, quand on fait un projet comme ça, de piloter d'avance et de voir qui contrôle les émissions qui seront engendrées par la 5G en particulier ou d'autres développements de la numérique. Et si on regarde, là, on a deux catégories d'émissions, celle des produits et celle de l'électricité. Donc, au niveau de l'électricité, là, du coup, il y a l'électricité qui est générée en France. Il y a aussi l'électricité des data centers qui est générée à l'étranger. Mais celle qui est générée en France et en Europe, en fait, on a l'échange de quotas européens. Donc, il y a un système d'échange de quotas européens. Donc, il s'agit là vraiment de s'assurer que le système peut absorber la demande supplémentaire en émissions et qu'il y a vraiment quelque chose en place pour faire diminuer les émissions. Donc là, ça va bien au-delà de la France et bien sûr bien au-delà des individus. Maintenant, quand on parle des produits, du coup, là, oui, tout à fait, les labels et tous les outils informationnels. Au niveau des entreprises, pareil, pour essayer d'encourager et de reconnaître le fait qu'il y a une empreinte carbone à tout ce qu'on fait. Et du coup, il y a aussi, avant que j'arrive aux usagers, là j'y arrive, au niveau de la fin de vie des appareils, on n'en a pas parlé beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les appareils seront effectivement recyclés ou pas? Et est-ce qu'on peut faire ça proprement à la fin? Il y a aussi beaucoup de choses qui sont en place, mais pour lesquelles on a besoin de faire un suivi. Et effectivement, au niveau des utilisateurs, alors du coup, c'est effectivement pour les appareils d'essayer de les garder le plus longtemps possible. Et au niveau de l'usage, c'est surtout d'être proportionnel à ce que l'on fait. Par exemple, on ne regarde pas une vidéo en mettant le téléphone dans sa poche pour avoir que le son. Et du coup, c'est des principes de gaspillage assez normaux. Et comme je disais au tout début, il ne faut pas attendre à la fin pour avoir une offre exceptionnelle aux utilisateurs et ensuite leur dire il ne faut pas utiliser le numérique parce que ça bouffe trop d'émissions. Donc, il faut vraiment là il s'agit de mettre toute l'offre en place bien en amont de tout ça. Oui, c'est un équilibre assez difficile à trouver. Alors, lorsqu'on a préparé cette discussion, Raphaël Guastavi, vous aviez notamment mentionné la question des low-tech, qui semble être une question qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler sur ce sujet de leur impact relativement faible, évidemment, sur... Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans un détail très précis. On est en train justement de lancer une étude spécifique à cette question. Pour moi, surtout, la question du low-tech, elle est importante de l'aborder pas de la façon dont on pourrait imaginer rapidement le retour à la bougie et à la grotte, mais plutôt de se dire que le low-tech, c'est aussi une façon d'innover, de se poser la question du besoin, de l'usage qu'on souhaite, et de répondre à ce besoin avec une démarche qui va à l'encontre justement du déploiement de la high-tech, mais plutôt de se dire quel est le niveau minimum pour répondre à ce besoin. Et du coup, d'avoir cette approche qui permette d'arriver sur la notion de sobriété tout en répondant tout de même aux besoins de l'utilisateur. Donc voilà, ça c'est un peu la chose centrale. Il faut qu'on défriche pour aller un peu plus loin dans la définition. Il en existe plusieurs des définitions autour du low-tech. On a envie de porter au niveau, en tout cas public, cette notion et bien de faire en sorte qu'elle ne vienne pas s'opposer à la question de l'innovation, mais au contraire de dire on peut faire de l'innovation plus frugale. Pour revenir sur la question, peut-être je peux vous illustrer rapidement. Allez-y, allez-y. J'avais préparé aussi un petit diaporama sur la question. Alors, est-ce que c'est bon? Il faudrait... pas. Ouais, je vais Non, basculer. ouais, le basculer en plein écran. Hop, là, c'est peut-être mieux. C'est mieux pour vous? Non. Alors, c'est pas grave, je vais arrêter et relancer. Donc, c'était justement pour illustrer la question relative à la fin de vie.
Bon, non, ça Ça ne veut pas. ne veut pas. Au C'est recyclage grave. de nos Mais appareils voilà, numériques. par rapport au recyclage, aujourd'hui en France, on collecte à peu près 50% des déchets d'équipements électriques et électroniques, du gisement. Donc à peu près 50%. Alors, ce qui est collecté est très bien valorisé, valorisé d'un point de vue notamment énergétique, un peu matière. La difficulté, c'est que le recyclage, c'est très difficile d'aller récupérer l'ensemble des métaux, notamment, qui se trouvent dans les équipements électroniques. Donc, on va finalement récupérer qu'une petite partie. Donc, un smartphone, c'est une cinquantaine de métaux différents, dont 15 qui sont des terres rares et qui sont extraits dans des zones géopolitiques assez instables. Donc, il y a un enjeu autour de cette matière et finalement, on va réussir à exploiter en termes de recyclage qu'une dizaine de ces métaux. Alors, quelques métaux précieux, hein, quelques grands métaux du type cuivre ou alu. Et globalement, donc ça veut dire que le recyclage n'est pas non plus la panacée à ça. Déjà, on n'en collecte que 50%. On estime qu'il y a entre 50 et 100 millions de smartphones qui dorment encore dans nos tiroirs. Donc il y a un grand enjeu. On en vend 25 millions d'unités par an en France. Donc enfin, voilà, il y a des chiffres assez impressionnants. 25 millions de téléphones portables vendus chaque année en France. Ouais, voilà. Ok. Donc, et tout ça parce qu'on a un taux de renouvellement qui est trop élevé. Mm. On a un usage qui est de l'ordre autour de entre 18 et 23 mois. C'est la durée d'usage d'un téléphone. Et on n'en change pas parce qu'il ne fonctionne plus. On en change parce qu'on a envie d'en changer. Donc il y a une question d'obsolescence culturelle aussi qui est assez importante. Et donc là, on en revient à la question aussi de l'appropriation du message en tant que consommateur. Si on veut être consommateur responsable, il faut changer des comportements. Évidemment, il faut aussi peut-être qu'on nous incite moins à acheter de nouveaux téléphones. Euh, donc, on en revient à globalement tout le monde, ce que tout le monde peut faire. Il y a la question de l'éco-conception aussi qui n'a pas été évoquée, éco-conception numérique. Que peuvent faire les entreprises? C'est mieux concevoir en prenant en compte l'évaluation environnementale de l'ensemble de leurs produits ou de leurs services pour améliorer la performance environnementale de ces produits. Et donc, l'ADEME soutient ce type de démarche, financièrement aussi, pour que les entreprises puissent, alors que ce soit d'ailleurs en B2B ou en B2C, que ce soit donc entre entreprises ou entreprises vers le consommateur, il s'agit d'améliorer la performance environnementale de leur offre. Donc, on les soutient pour ça. C'est important que ce soit au niveau logiciel et matériel, pas que matériel, parce qu'on peut mieux concevoir aussi du site Internet, on peut mieux concevoir des outils, des applications pour qu'elles soient au final moins émettrices de carbone, notamment par leur consommation d'énergie directe ou indirecte. Et je vais poser ma dernière question à Corinne Lequerret avant de passer aux questions des spectateurs et spectatrices. Donc, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Corinne Lequerret, on parlait de pression mise par les consommateurs sur les fabricants. Est-ce que le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, pourrait mettre en place un certain nombre de dispositifs pour aussi faire en sorte que en l'occurrence, puisque c'est ce dont on parle ce soir, les opérateurs de télécommunications, par exemple, prennent en compte, avant de déployer une technologie comme la 5G au hasard, le poids éventuel, l'impact éventuel sur l'environnement et de mettre en place en amont un certain nombre de choses pour éviter un impact trop important. Oui, tout à fait. En fait, à l'intérieur du cahier des charges qui est développé par l'ARCEP, au moment où ils allouent les fréquences, on pourrait leur demander de faire un plan d'action pour justement traiter, incorporer les émissions associées au développement, au déploiement dans le cadre des possibilités qu'ils ont. Par exemple, au niveau de l'électricité et au niveau des produits, comme j'avais mentionné plus tôt. Donc, tout à fait, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens.
Ça peut être au niveau réglementaire. Le gouvernement pourrait tout simplement mandater l'ARCEP pour faire ceci. Il y a aussi tous les autres acteurs, par exemple régionaux, qui peuvent aussi avoir des demandes par rapport au traitement des émissions qui sont associées. Donc, le gouvernement a en fait la responsabilité principale, hein, comme tout développement qui touche toute la société. C'est au gouvernement de mettre les jalons, de dire voici les bornes dans lesquelles on opère et voici comment est-ce qu'on se partage les responsabilités. Mais à la fin, comme disait Raphaël tout à l'heure, en fait, il faut vraiment que les usagers, à la fin, s'approprient les enjeux. Donc, si on fait tout ça et puis à la fin, tout le monde se dit, moi, je m'en fiche, je fais ce que je veux de toute façon, en fait, on n'a pas cette dynamique qui s'opère entre les usagers, les entreprises et le gouvernement qui fait en sorte qu'on peut avancer au niveau de la maîtrise de nos émissions. Donc, quand on est un usager et qu'on prend des décisions, on ne prend pas que les décisions par rapport à notre empreinte carbone à nous, mais on prend les décisions qui affectent comment tout ça se décline et comment tout le tissu social là, dans lequel on opère peut évoluer pour justement répondre au réchauffement climatique. Donc, tout ça, c'est vraiment très important. Le rôle des usagers, à partir du gouvernement jusqu'aux usagers, tous ont un rôle. Et vous sentez que cette prise de conscience, elle monte, elle a lieu en ce moment, Corinne Lequerret? Elle a lieu dans beaucoup d'aspects de la société. Je trouve que pour le numérique, il y a beaucoup de confrontations qui c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de dire c'est tout un ou tout l'autre. C'est pas du tout ça. Il faut reconnaître qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre associées au numérique et il faut faire une stratégie, un plan, il faut les intégrer pour les traiter. Et il faut aussi, si on pense qu'on a des effets positifs dans certains secteurs, en fait, il faut mettre tout ça en place, il faut faire un suivi, il faut récupérer les données, il faut être réaliste par rapport à ce que l'on peut faire et ne pas faire. Et voilà, et de dire oui ou non, en fait, c'est pas vraiment comme ça que la société opère. Ça me paraît être une bonne conclusion. À part si Raphaël Guastavi, sur cette question de la prise de conscience générale, de votre poste d'observation, peut-être un petit mot de Alors, positif, peut-être aussi. moi, ce que je trouve positif, c'est que depuis maintenant à peu près 3 ans, on parle vraiment de cette question des impacts environnementaux du numérique, qui était plutôt passé sous les radars jusqu'à présent. Moi, je me souviens pas que le déploiement de la 4G ait occasionné ce débat. Il y avait des questions autour de l'impact sanitaire, hein, de la partie onde plutôt. Donc, moi, je trouve ça très sain qu'on ait ce débat aujourd'hui dans la société. Il est remonté à un niveau politique important, il me semble. La feuille de route interministérielle qui a été produite en février sur le numérique et l'environnement le montre, avec une vraie question, avec des stratégies ministérielles autour de l'accélération du recyclage, mais aussi du verdissement du numérique, qui vont venir abonder et accompagner les entreprises notamment dans ces questions. Ce que je vois aussi, c'est que des collectivités locales s'engagent dans cette voie du numérique responsable à différentes échelles, des collectivités locales de type votre ville et les villes alentours, mais aussi au niveau régional. Là, pas plus tard qu'hier, je participais à un événement organisé par la région Bretagne qui vient d'être labellisé numérique responsable. Enfin, tout ça, c'est très encourageant. Il y a effectivement différentes strates de la société qui bougent dans ce sens, déjà de la conscience que cette question du numérique, elle n'est pas immatérielle, elle n'est pas virtuelle d'un point de vue impact environnementaux, et qu'il est possible de continuer à travailler sur le numérique tout en diminuant, en tout cas en cherchant à diminuer son impact environnemental. Et donc, j'ai toute confiance aussi dans notre société pour aller vers le mieux si on veut être optimiste.
J'espère que l'ensemble des solutions dont on a parlé amènera à la neutralité carbone du secteur du numérique à horizon 2050, puisque c'est l'objectif, comme l'a rappelé Corinne Lequerret. On espère que cet objectif sera atteint. Merci à vous deux pour cet échange dense, mais qui vous êtes restés très clairs et très pédagogiques. Donc, je vous remercie tous les deux. On va à présent passer aux questions de notre public qui ont été nombreuses. Je vous en ai déjà posé un certain nombre quand elles étaient précisément sur une partie que nous étions en train d'évoquer. Mais il y en a une qui recoupe un peu ce qu'on s'est dit, mais quelqu'un qui apparemment recherche des sources et des études sur la quantité de gaz à effet de serre que le numérique permet d'éviter dans d'autres secteurs. On en a parlé. Est-ce qu'il y a oui, est-ce qu'il y a des études? Est-ce que vous êtes vous, au courant d'études qui ont été produites à ce sujet-là? Corinne Lequerret, peut-être, je vous vois. Ouais. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est une question fort complexe parce que ça pourrait être infini en fait. Mais les études qui existent, c'est surtout des études qui ont été faites par les opérateurs eux-mêmes. Donc aussi, et la plupart du temps, elles incluent que les émissions de l'électricité. Mais la borne supérieure, c'est de pouvoir réduire de 30% les émissions à l'heure d'aujourd'hui. Ça, ce n'est pas sur le périmètre de la France, c'est sur le périmètre du Royaume-Uni, l'étude que je connais. D'accord. Mais ça, c'est vraiment une borne supérieure. En fait, il faut vraiment faire beaucoup pour faire réduire les émissions de 5 à 10%. C'est plus, je pense, réaliste par rapport à ça, à cause des problématiques que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire pour que les émissions elles puissent réduire à grande échelle sur un secteur comme l'agriculture ou le bâtiment, en fait, il faut mettre beaucoup de choses en place et il faut contrôler tout ça à la fin. Et du coup, le résultat à la fin, ça fait pas, ça fait beaucoup, mais ça fait pas tout, quoi. Ouais, Donc, donc, il je n'y a ne pas sais pas si Raphaël a des chiffres. Je confirme, c'est un sujet sur lequel effectivement on est très sollicité et pour lequel on n'est pas vraiment d'études. Si on peut le faire, ce sera de toute façon secteur par secteur. Mais ce que j'ai envie de rappeler avant tout, c'est de se dire que quand on regarde un bâtiment, il faut d'abord l'isoler avant de se poser la question d'y mettre du numérique pour réguler sa consommation d'énergie. Si on regarde une voiture, se dire on va la remplir au maximum ou la rendre autonome, il faut d'abord se poser la question du projet de mobilité et des possibilités de mobilité douce. L'impact, il est d'abord là. On va venir que finaliser finalement l'optimisation avec le numérique et bien prendre en compte le gain net, c'est-à-dire en enlevant aussi l'impact de la solution numérique en tant que telle. Oui, c'est intéressant. Il y a une question assez précise assez précise, sur un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est celui du Bitcoin. Puisque la personne a entendu dire que le Bitcoin posait des problèmes au niveau des métaux rares et des data centers, à quel point est-ce vrai? Alors, je suppose que c'est une question sur l'impact, effectivement, en termes de consommation d'énergie de ces monnaies virtuelles. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus pour Corinne, par exemple? Oui, oui, en fait, oui, c'est un bon exemple d'un usage disproportionné du net. Le Bitcoin, on fait quelque chose en numérique que l'on peut faire sans le numérique. Ça utilise beaucoup d'électricité en particulier pour faire les calculs qui vont derrière et c'est pas du tout contrôlé. Donc, c'est effectivement un exemple où ça n'a pas été réfléchi du tout en amont. C'est-à-dire la nouvelle technologie, elle s'est fait mettre en place sans aucune borne, sans aucune réflexion, sans aucune attention portée à l'optimisation de code ou au déploiement. Et pas de contrôle, pas de réglementation. Et puis, on est dans la situation où on est, où en fait, on se pose vraiment la question, est-ce que
c'est effectivement utile quand on regarde l'empreinte environnementale du Bitcoin de l'avoir mis sur place. Il y a un certain nombre de fans de ces monnaies complémentaires qui vont sans doute vous tomber dessus pour avoir dit ça. Pour avoir dit ça. J'ai l'habitude. Ce n'est pas mon cas, je vous rassure. Raphaël Guastavi. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, toutes ces technologies qui sont de type blockchain, qui sont sur des modes d'algorithmes et d'IA, d'intelligence artificielle, qui doivent tourner énormément pour remplir sa fonction, la reconnaissance d'un chat parmi des millions de photos de chats. C'est sûr qu'on peut se poser la question de l'utilité, hein, mais c'est une réalité. On a ce type de développement qui ne prend pas du tout en compte les externalités en fait de leur fonctionnement. D'ailleurs, c'est de façon générale, les externalités sont rarement prises en compte, y compris dans le coût du matériel qu'on a aujourd'hui. Il y a des smartphones qui sont vendus très peu cher et qui, c'est qu'un exemple, mais le smartphone est assez emblématique, qui, s'il prenait en compte toutes les externalités environnementales et sociétales, aurait un coût bien supérieur. Donc voilà, ça c'est de façon générale. Effectivement, on ne prend pas en compte les réels coûts. Pour le Bitcoin, typiquement, en plus, on est sur une forme de volatilité extrême, un produit qui est immatériel et qui en réalité il est matériel. C'est ça la question, c'est-à-dire qu'effectivement, on joue sur l'aspect immatériel des choses, notamment avec une monnaie comme le Bitcoin. Il y en a d'autres, hein, mais sans effectivement mesurer l'impact que ça peut avoir effectivement au niveau justement matériel. Et je suppose que la personne qui faisait état de l'usage des métaux rares pour le Bitcoin, c'est simplement effectivement les métaux rares qui servent à faire tourner les logiciels nécessaires au à calcul. construire du matériel pour faire tourner derrière. C'est ça. On avait donc pour aller de l'autre côté de la boucle une question sur l'impact énergétique anticipé, anticipé par le décommissionnement des équipements 2G. Alors ça, c'est une question. Je ne vois pas exactement de quoi il est question. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le décommissionnement des équipements 2G? Pas spécifiquement, pas de manière spécifique, en fait. L'impact énergétique, encore moins, en fait. Au niveau du matériel, effectivement, il y a une fin de vie là, à prévoir et programmer. La 2G étant beaucoup moins efficace que la 4G ou la 5G, en fait, on a un gain énergétique pour la même quantité de travail. Mais là, je ne peux pas en dire plus là, par rapport à la 2G. Ouais, là, c'est plus des questions effectivement du régulateur des réseaux. Mais c'est vrai qu'il faut bien imaginer que toutes ces technologies viennent se cumuler. Donc, on n'éteint pas forcément les anciennes technos. Là, on commence à évoquer d'éteindre effectivement les antennes 2G, sachant que la problématique, c'est qu'elles peuvent encore être utilisées par soit on a des vieux téléphones qu'on n'appelait pas des smartphones à l'époque, soit c'est aussi des problématiques de compatibilité pour les personnes qui transitent par la France et qui n'auraient pas les mêmes standards. Donc c'est pour ça qu'on n'éteint pas tout de suite. Et après, une fois que c'est éteint, ça rentre dans des problématiques de déchets d'équipements électriques et électroniques. On nous précise que le décommissionnement consiste à mettre en œuvre une politique active concernant les données et les archives. Oui, c'est bon, à peu près. Là, c'est voilà, moi je suis plutôt sur une problématique économie circulaire, donc là, ça demande une expertise spécifique. Oui. Alors, on va passer à une autre question. Ce pas les questions qui manquent. On nous dit, on sait que la puissance de calcul évolue de manière exponentielle tout en utilisant moins d'énergie et moins de matière. Est-ce que si on arrivait à recycler les composants, ça suffirait en jouant justement sur l'évolution exponentielle de la puissance de calcul? Est-ce que donc juste le recyclage suffirait? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, le recyclage ne suffit pas parce que d'une part, il y a une perte de matière à chaque cycle.
Et d'autre part, on a une augmentation exponentielle du nombre d'équipements mis sur le marché. Donc non, ça ne suffit pas, même si on collectait pour recyclage 100% des déchets électroniques. On voit qu'aujourd'hui, on en collecte qu'un sur deux. Donc, il y a une grande marge de manœuvre par rapport à ça. Puis après, il y a des technologies de recyclage qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a, à force de miniaturisation, on a aussi des métaux qui sont de plus en plus imbriqués les uns dans les autres. On a des alliages qui sont aussi faits. Et donc, c'est très complexe d'aller chercher l'intégralité des métaux disponibles dans un appareil. Et ça le devient encore plus à force de miniaturisation. Même si c'est toujours plus intéressant d'aller chercher ces métaux d'un point de vue quantité par rapport aux produits que dans les matières premières ou par rapport à toutes les ressources naturelles qu'il faut excaver pour quelques kilos de matière. Oui, donc l'un, encore une fois, l'un ne compensera pas l'autre, hein, c'est une certitude. On a également, pour Corinne Lequerre, une question sur des travaux. Est-ce qu'il y a des travaux en cours pour imposer une mesure de la quantité de données émises ou reçues par les entreprises au sens large et communiquer ces résultats-là? Je suppose qu'il y a une forme de ce qu'on appelle le name and shame sur les questions écologiques, hein, qui est sous-jacente à cette question. Est-ce qu'on a des travaux en cours pour... On manque beaucoup de données hein, par rapport au numérique. C'est vraiment un problème partout en fait, mais surtout dans le numérique, qu'on a vraiment du mal à suivre l'évolution déjà de l'ensemble du secteur du numérique. Et là, si on va vers les particuliers, vers les entreprises, en fait, c'est encore plus problématique. Donc, il y a un gros sujet par rapport à ça. Parce qu'on se retrouve souvent dans le spéculatif, on se retrouve à faire des projections, mais sans vraiment savoir quelle est l'évolution année après année ou à toutes les quelques années là, du secteur en général de manière précise. Donc ça, c'est un gros problème qui est reconnu. En fait, la commission du numérique, elle a publié l'année dernière une feuille de route qui incluait là, des pistes, qui incluait en fait 50 mesures pour le numérique, pour aller vers un numérique sobre et accompagner les autres secteurs avec une stratégie du numérique. Et beaucoup de leurs mesures étaient effectivement le suivi des données relatifs à l'utilisation ou aux émissions. Et en fait, le rapport est plus large à toute l'empreinte environnementale. Très bien. Une question qui s'adresse vraisemblablement plus à Raphaël Guastavi. Est-ce qu'on peut se passer des métaux rares dans la fabrication des terminaux numériques? Alors, a priori, aujourd'hui, non. Après, est-ce que les technologies de demain le permettront? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et vraiment, ça montre le besoin de diminuer au maximum à la fois le suréquipement et de garder ces équipements en état de fonctionnement le plus longtemps possible. Oui, parce que cette question des métaux rares et des terres rares, elle est essentielle pour la question du recyclage, mais elle est essentielle sur un plan plus large. Vous mentionniez le plan géopolitique, mais il y a un plan aussi simplement de géologie. Ces ressources sont appelées rares pour une bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il n'y en a pas beaucoup, surtout il n'y en a pas beaucoup de facilement disponibles. Demain, si on a encore besoin d'aller chercher des ressources naturelles, on arrivera à le faire, mais à des prix écologiques et environnementaux, mais aussi sociétaux, importants. Donc déjà aujourd'hui, un smartphone qui fait 150 grammes, derrière, il faut 200 kilos de matière en réalité pour le concevoir à partir de matières premières. Donc, Et une question qui s'adresse plutôt à Corinne Lequerret. En termes d'évolution des secteurs, on a vu que le numérique, si je comprends bien la question, hein, le numérique va avoir une courbe exponentielle en termes de consommation énergétique et d'impact environnemental. Est-ce que cette courbe est plus élevée pour d'autres secteurs où, par exemple,
l'automobile, ou est-ce que si on s'intéresse au numérique, c'est aussi parce qu'on a peur que cette courbe soit plus exponentielle que pour d'autres secteurs? Bon, effectivement, hein, l'empreinte est relative au secteur où on pourrait l'utiliser. Et il y a beaucoup d'applications potentielles au niveau des transports. Hmm. Et le secteur du transport, la voiture en particulier, est responsable de 30-31% des émissions en France. Donc, c'est notre secteur le plus problématique. Donc, on voit très bien que si c'est mal fait, si c'est pas bien contrôlé, ça peut tout de suite aller dans la direction inverse, surtout que c'est un secteur où les émissions n'ont pas diminué depuis 10 ans. Donc, il y a vraiment, franchement, des gros problèmes. Par contre, c'est aussi potentiellement un secteur où il y a du potentiel. En particulier, on parlait tout à l'heure de l'optimisation du transport, les poids lourds, les livraisons, tout ça, la circulation dans les villes. Il y a un potentiel assez important. Donc, la pression sur l'énergie, les émissions qu'on parlait exponentielle, hein, elle n'est pas tout à fait exponentielle, mais en tout cas, elle monte. Elle va dépendre de l'application elle-même. Donc, le secteur du transport, clairement, très important. Il y a le secteur de l'agriculture où on pourrait avoir aussi des retombées bénéfiques par rapport à l'utilisation l'optimisation, en fait, de la croissance agricole, de la productivité agricole. Et du coup, là, ça a aussi des implications par rapport au numérique. Là, on parle beaucoup d'utilisation de données environnementales, les données satellites, les données de terrain, les données pour la précision de l'agriculture. Maintenant, un autre secteur où il y a beaucoup d'applications potentielles, c'est au niveau de l'industrie. Où on peut optimiser beaucoup de processus industriels. Là, vraiment, où on a, par exemple, la production au niveau de l'industrie elle-même, où on peut organiser aussi, pas seulement la production industrielle, mais aussi optimiser l'utilisation ou l'interaction avec les énergies renouvelables. On sait que les énergies renouvelables sont intermittentes et au niveau de l'industrie, on pourrait, par exemple, utiliser l'énergie ou utiliser les processus quand on a la nuit, quand on a moins de demandes ou quand ils vendent plus ou quand il y a des régions plus ensoleillées. Donc, il y a un beau travail éventuellement d'optimisation à faire là qui va aussi, pour revenir à la question, en fait, pousser la demande énergétique et les émissions. Là, je ne peux pas répondre plus en détail par rapport à est-ce qu'un secteur, en fait, est-ce que c'est non linéaire, en gros? Là, je peux pas vous dire. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelques questions autour de l'impact de la 5G et des ondes sur la santé, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, ce sera l'objet d'une future conférence, donc je vous invite à y assister. Eh bien, je n'ai plus qu'une dernière question, en tout cas du public, pour vous, autour du déploiement de la 5G en Chine, des retours qu'on a peut-être éventuellement sur son intérêt, puisqu'en France, c'est à peine déployé, et de cette fameuse question de l'extinction de certaines antennes 5G en Chine. Bon, à certains moments, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez des éléments là-dessus. Bon, on va rester sur le côté déploiement de la 5G en Chine. Comment est-ce qu'on a des premiers retours ou pas du tout? Moi, pas en particulier, non. Je pense que le déploiement se fait beaucoup en parallèle. Bon, il y a des pays qui sont un peu plus à l'avant que d'autres. Il n'y a pas, en fait, le problème de la 5G pas contrôlée, c'est-à-dire sans borne, c'est un problème que l'on retrouve pratiquement partout. En fait, je ne connais pas un pays qui a vraiment regardé en amont et dit, voilà, voici ce qu'on va faire. Je pense que c'est une réflexion la réflexion de l'empreinte carbone du numérique qui, comme disait Raphaël tout à l'heure, qui grandit, qui croît, et question très importante. Mais là, on n'a pas, en tout cas à ma connaissance, de retour d'expérience là-dessus par rapport aux autres pays. Non, c'est vrai qu'on n'a pas enfin, non plus identifié spécialement de retour encore. On est en phase de déploiement, donc c'est vrai qu'il y a des usages qui risquent d'arriver qu'on n'avait même pas identifiés et qui peuvent avoir un impact important.
Juste peut-être certaines choses aussi qu'on n'a pas dit, c'est une fois de plus la question du besoin, de l'usage. Moi, j'ai déjà entendu de la part de promoteurs de la 5G des arguments un peu étonnants, de type ça permettrait, par exemple, quand vous êtes dans un stade, d'avoir pour tout le monde une bonne réception, un bon débit, Oui. qui peut vous permettre de regarder une vidéo, vos mails, en même temps que tout le monde dans le stade. Moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi on regarde nos téléphones alors qu'on est dans un stade et on regarde un match ou un Pour concert? envoyer le but et montrer qu'on était au stade, enfin, Raphaël. Donc, des fois, il y a des choses comme ça qui ne sont pas forcément les bons arguments et pourtant qui sont portés par les promoteurs. Moi, je préfère entendre dire qu'effectivement, ça peut permettre de faciliter la télémédecine, le désenclavement, ça peut permettre l'accès à la culture, ça peut permettre d'avoir des actions pour une transition écologique, mais une fois de plus, en gardant en tête le projet initial et de se dire que c'est avant tout un outil pour améliorer la société. Ça, c'est des vrais arguments pour améliorer effectivement la productivité dans l'industrie, dans des entreprises qui peuvent avoir besoin des avantages de ces technologies, le peu de latence, ce genre de choses. Là, je l'entends. Voilà. Par contre, de pouvoir avoir accès aux vidéos de petits chats de partout, bon, encore un peu moins. Pourtant, c'est important, les vidéos de petits chats. On va peut-être conclure sur les vidéos de petits chats. Ça me permet de répondre à la dernière question donc, qui a été posée entre-temps, qui évoquait la position la plus utile à avoir aujourd'hui. Je crois que vous l'aviez bien résumé, Raphaël Guastavi, autour de ces questions de déploiement du numérique et de leur impact environnemental, notamment de la 5G. Est-ce qu'il s'agirait, pour la personne qui nous pose la question, de s'y opposer frontalement ou d'avoir plus de concertation entre différents acteurs et de mettre la pression sur les gouvernements et les opérateurs? Je crois que si on peut résumer votre position à tous les deux, c'est plutôt la deuxième. Donc ne pas se passer ni se priver du numérique, de ses usages, de ses évolutions et de ses avantages, tout en faisant attention à son déploiement, notamment au niveau des infrastructures et également de nos usages à nous, et notamment aussi en promouvant peut-être la labellisation et le recyclage de nos appareils. Je suppose que je ne suis pas le seul à avoir eu un petit frémissement quand Raphaël Guastavi a mentionné les téléphones portables qui dorment dans les tiroirs. On en a tous et tout un certain nombre. Donc du coup, effectivement, c'est un mix entre ces différentes solutions qui permettra sans doute de limiter l'impact écologique du numérique et de la 5G, l'impact environnemental. Et on espère qu'ils tendent vers la neutralité carbone et les objectifs des accords de Paris. En tout cas, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Merci pour le premier moment aussi de cette conférence. C'était, à mon sens en tout cas, très pédagogique et très complet. Merci à Anne Grange ainsi qu'aux équipes de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et merci à toutes celles et ceux derrière vos écrans qui ont été très attentifs et qui ont posé vos questions alors que vous le voyez avec ma caméra qui fait un peu n'importe quoi, le soleil se couche, donc vous êtes restés jusqu'à ce que le soleil se couche. Merci à toutes et à tous. Et puis à très bientôt, j'espère, en présentiel à la Cité des Sciences et de l'Industrie.